Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et toutes. Donc, c'est un honneur pour moi d'être ici au sein de l'Académie du Royaume pour une thématique où j'ai compris qu'on n'avait pas plus de 20 minutes. Donc, je vais essayer de m'y tenir. La question, évidemment... Ça va mieux comme ça? Comme je fais 2 mètres, je suis assez éloigné du micro, donc je vais faire en sorte de me plier à l'exercice. Je m'éloigne? Je me rapproche. Voilà. La pertinence de la thématique sur la question de la représentation est importante parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la notion de la représentation est devenue un objet de savoir. Et il est même aussi devenu une base à partir de laquelle on construit et une représentation de l'autre et un savoir sur l'altérité. On est évidemment dans une civilisation iconique et dans un monde de l'IA, c'est-à-dire un monde d'images affligeantes. Donc, à mon sens, c'est important de comprendre l'environnement de la représentation, de l'image pour pouvoir déterminer je dirais, une histoire des rapports construits à partir du perceptif. Et la question, évidemment, je dirais, de la trajectoire de l'islam au sein des représentations qui ont été construites en Europe, nous mettent devant une définition plastique de l'islam. De quoi parlons-nous exactement? Entre le théologique et le sociologique, entre le géopolitique et les défis du vivre ensemble, nous avons déjà un héritage qui nous met face à une dualité permanente. C'est une dimension à retenir qui est importante. On oscille systématiquement entre la notion de l'attraction et de la répulsion, entre la fascination et le mépris. Et donc, autrement dit, lorsqu'on va traiter de la thématique de l'islam dans le perceptif européen, il n'y a pas de rapport virginal avec l'islam. Il y a toujours un a priori, je dirais un background, ou comme le définit Durand sur la question de l'anthropologie des imaginaires, nous avons tous une bibliothèque d'images et de représentations sur l'altérité, en l'occurrence ici sur l'islam. Et donc, je vais essayer, dans le cadre de mon propos, de mettre en évidence que nous avons traversé des moments de rupture, mais aussi des moments de continuité. Il y a des continuums en termes de représentation et qu'il est important de mettre en perspective, et certains ont participé justement à la structure d'un imaginaire européen sur l'islam. Et la question que l'on peut se poser, quelle relation y a-t-il entre les Sarrasins et Michel Houellebecq, entre l'Église du Haut Moyen-Âge et les caricatures danoises, entre les croisades et le colonialisme, et voire les productions pamphlétaires d'Oriana Fallaci en Italie, entre le mythe de la bataille de Poitiers et Éric Zemmour. Donc ce sont des réflexions qui, à mon sens, sont importantes à mettre en perspective pour voir justement à l'évidence la notion de continuum. Et pour ça, si vous permettez de poser un cadre anthropologique fondamental pour comprendre la manière dont on se représente l'altérité, nécessite évidemment d'avoir aussi une prise en considération d'une archéologie de la représentation ou de l'archéologie des représentations. D'où vient le rapport au voir dans le contexte européen? Et pour cela, évidemment, pour comprendre les mécanismes anthropologiques de la représentation dans le contexte européen, il faut s'arrêter à la forêt. La forêt est un espace évidemment d'obscurité, et pendant très longtemps, il y a eu cette insuffisance respiratoire du voir. Il faut sortir de la forêt pour voir. Pourquoi? Parce que le voir, l'œil, dans l'héritage gréco-romain, a été l'outil à partir duquel on a développé la connaissance. On verra que dans d'autres civilisations, ce n'est pas le même mécanisme, mais la notion du voir est ici très importante. D'où la question du Moyen-Âge, on l'a appelé l'âge des ténèbres. Et on a ensuite parlé de la philosophie des Lumières, c'est-à-dire les espaces à partir desquels on peut voir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment a été cantonné, un peu comme les contes que nous avons racontés pendant très longtemps aux enfants, La Belle au bois dormant, Le Petit Poucet, etc. Tout ça se passe dans la forêt, dans le monde où on ne voit pas clair, on ne maîtrise pas, et donc on laisse libre cours aux émotions. Et par rapport à la question de l'islam, ce qui est intéressant, c'est de voir que nous avons justement ce mécanisme qui a été mobilisé pour développer une certaine perception, une certaine compréhension, une certaine mise en perspective de l'islam dans le contexte européen. Mais donc, essayons de sortir ensemble de la forêt pour essayer de mieux voir.
L'islam en tant que système discursif articule des dimensions évidemment religieuses, civilisationnelles et politiques. Et il s'est imposé dans les lettres européennes comme un objet central de représentation. Il aura été mobilisé, on le verra, sur des siècles, non pas dans une visée herméneutique ou dialogique, mais dans une logique de production idéologique à charge. La question, évidemment, que l'on met également en évidence, c'est le point de départ. Quelle a été la genèse relationnelle entre le contexte européen et l'islam? Évidemment, à l'origine, l'apparition de l'islam au 7e siècle sur le continent commence par une diffusion militaire rapide dans les territoires historiquement chrétiens, et ils ont provoqué un bouleversement profond en termes de représentation religieuse, politique et culturelle de l'Europe médiévale, et avec des prolongements structurels, comme nous allons essayer de le voir dans l'histoire européenne. Donc la rencontre est une rencontre d'abord et avant tout sur la perception d'une présence envahissante, et on verra la survivance d'un certain nombre de concepts comme le péril vert, la question du caractère belliqueux d'une présence. Et donc, loin d'être une simple réaction sur les fondements théologiques, la perception de l'islam s'est construite à travers une intrication de mécanismes cognitifs, affectifs et politiques relativement complexes. Cette contribution propose une lecture analytique de cet éventail de perceptions, perception européenne, au travers, je dirais, d'une pérégrination de la littérature dans son histoire évolutive. Et donc je passerai très rapidement sur quelques séquences pour essayer de voir, de comprendre et de mettre en perspective ce que j'essaye d'asseoir en tant que problématique centrale de cette analyse, et qui consiste à interroger les mécanismes par lesquels les lettres européennes ont contribué à la fabrication d'un imaginaire eurocentré de l'islam en tant qu'altérité fondamentale, et à mettre en perspective ces logiques de pouvoir, régime de visibilité et dispositifs de subjectivation. On verra à quel point c'est important, notamment lorsqu'il va y avoir dans la réalité contemporaine un point de bascule fondamental. C'est lorsque l'islam, d'un point de vue sociologique, autrement dit la présence musulmane, va s'ancrer dans le contexte européen et devenir une présence dans les frontières, et dans laquelle, évidemment, il va y avoir aussi une forme de négociation sur la question de la citoyenneté qui va provoquer une grosse crise que l'on peut voir aujourd'hui, une crise d'identité sur le qui sommes-nous, à partir du moment où vous dites que vous êtes comme nous, avec nous, et que vous fabriquez le nous avec nous. Donc ça, c'est le point, à mon sens, tout à fait sensible, fondamental, et on doit avoir conscience à quel point ce mécanisme identitaire va réveiller tout un héritage, évidemment historique, de représentation, mais aussi toute une série de références dans la littérature que l'on pourra mettre en perspective. Et donc de nombreuses productions littéraires byzantines, franco-latines et d'autres, de la Renaissance notamment, ont participé à cette construction, de près ou de loin, à un imaginaire de l'islam. Pour les représentations évidemment les plus tenaces sur l'islam, nous ne pouvons retenir que le cliché évidemment de l'ennemi civilisationnel, tel qu'il a été produit dans une parenthèse de l'histoire assez importante, et qui va participer également à fabriquer cet imaginaire collectif sous-jacent. Une perception occidentale de l'islam se traduit ainsi à travers des ressorts, comme nous l'avons dit, affectifs, c'est-à-dire qu'il y a une dimension, un rapport à l'altérité qui réfère, je dirais, un répertoire de l'irrationnel, mais également cognitif, mobilisant des émotions, des fantasmes, des mécanismes de défense, exprimés depuis des structures psychiques profondes, et que nous proposons de synthétiser ici dans les grandes lignes de manière assez rapide. L'analyse des représentations de l'islam dans les littératures européennes exige aussi une approche qui articule les apports de la théorie critique, de l'anthropologie de savoir, de la philosophie politique. Donc c'est une approche qui est en même temps plurisituée, polydisciplinaire, pour pouvoir comprendre de quoi nous parlons exactement. Et dans cette perspective, la littérature ne se limite pas à une fonction esthétique ou mimétique. Elle constitue ce que nous pouvons mettre en évidence comme un dispositif de pouvoir, c'est-à-dire un espace de production idéologique où se jouent les rapports entre le même et l'autre, que ce soit dans l'histoire des origines de la rencontre ou jusque dans les productions contemporaines. Et la perception donc occidentale nécessite le fait que nous sommes devant
un processus d'altérisation de l'islam et des musulmans et qui repose sur un biais anthropologique structurel analysé comme une dénégation de la contemporanéité. Et ce processus d'altérisation de l'islam et des musulmans met en évidence évidemment le fait qu'il y a un rapport à la temporalité différencié. C'est l'altérité qui a du retard, qui n'est pas sur le même créneau horaire, si j'ai envie d'utiliser cette formule. Donc nous sommes sur une logique évidemment de carence d'un point de vue de ce que certains vont appeler évidemment la notion de takhalluf ou de ta'akhur, l'arriérisation ou la prise du retard, etc. Il y a eu ce perceptif sur l'islam qui est intéressant en tout cas à mettre en perspective et à analyser ici. Et également, au-delà de la dénégation de la contemporanéité, il y a une construction orientaliste où l'Orient, et en particulier l'islam, se trouve précisément figé dans une temporalité anhistorique, essentialiste en tant qu'entité immobile et traditionnelle. Et donc, cette période a été entendue comme, en tant que colonialité du savoir, c'est-à-dire comme persistance des hiérarchies épistémiques héritées du colonialisme dans les régimes de production intellectuelle contemporaine. L'altérité définitive, à travers donc les travaux notamment d'Edward Said, de Spivak, de Bhabha, etc., la théorie postcoloniale nous permet aussi de penser la manière dont l'islam est représenté comme une altérité définitive. Edward Said, par exemple, nous montre que l'orientalisme reflète un discours de domination où l'Orient s'est construit comme un espace de fantasmes et de danger, servant à consolider l'identité occidentale par opposition. Aussi, la représentation de l'islam et des musulmans dans l'histoire de la littérature, issue d'un point de vue occidental situé, s'inscrit dans ce que la théorie critique de Foucault, notamment, identifie comme un régime de visibilité. Le musulman serait ainsi construit comme une figure de l'altérité radicale au sein d'un dispositif narratif qui reconduit les asymétries de pouvoir symboliques. Donc, entre ce cadre théorique, pour être aussi synthétique de ce point de vue et aller à l'essentiel, ce cadre théorique permet de problématiser la littérature comme un champ de lutte symbolique, où se jouent les tensions entre fascination et rejet, comme nous l'avons souligné, entre exotisation et disqualification, entre reproduction subversive des imaginaires. Il ouvre la voie à une lecture critique, en tout cas des textes, attentive au régime de visibilité, aux logiques de subjectivation et aux rapports de pouvoir qui sous-tendent la fabrique littéraire de l'islam. La représentation européenne de l'islam, c'est, comme nous l'avons dit, historiquement construite comme un dispositif de légitimation théologique et identitaire. Quand l'islam débarque en Europe, une grande question est posée. Est-ce que Dieu a changé de camp ? Tout le débat théologique, évidemment, va constituer à trouver des réponses pour pouvoir continuer de maintenir la légitimité de la vérité de l'Église et essayer de définir cette altérité victorieuse. Le débat qui va être posé, c'est une victoire apparente. Dieu n'a pas changé de camp, mais il nous met à l'épreuve par rapport à nos péchés. Autrement dit, la perception de l'islam dans le haut Moyen-Âge va être perçue un peu comme les grandes calamités de Moïse, et donc c'est une mise au défi. Et donc ceci va ouvrir une très grande voie à la notion notamment de la repentance. On doit se repentir de nos péchés pour que la victoire apparente de l'islam soit atténuée, et nous continuons d'être... Et vous voyez à quel point nous sommes sur un débat de vérité théologique. Le rapport et le perceptif va évidemment être déterminé à partir de cette notion-là, et c'est un point, à mon sens, tout à fait important. Et ce phénomène donc va déclencher, on va le voir, aussi une carence, une forme de dissonance cognitive, c'est-à-dire que nous n'avons pas de précédent. Comment qualifier cet autre que nous découvrons soudainement ? Alors on pense que ce sont des mauvais chrétiens, on va dire que ce sont des hérétiques, ensuite des païens, puis des idolâtres, etc. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va voir progresser cette dimension, mais sans jamais réellement se débarrasser d'un certain nombre de clichés qui semblent être relativement tenaces. Et donc, la question, évidemment, de la perception... C'est pas possible. J'ai déjà été autant bavard. Okay. Bon, je vais essayer de...
Alors, je vais essayer d'aller à l'essentiel, parce que j'ai encore pas mal de petites choses à partager avec vous, mais toujours est-il, c'est qu'il y a un perceptif assez lourd en termes de perception d'une altérité qui est vue comme une mise à l'épreuve quelque part de la foi chrétienne. La deuxième des dimensions, évidemment, lorsque nous avons mis la réalité de l'islam hors du champ de la vérité, la deuxième dimension, c'est de se concentrer, qu'est-ce qui est essentiel dans ce référentiel? Et bien là, on va retrouver évidemment la figure centrale du prophète de l'islam, qui va être construit progressivement comme étant l'opposition de la vérité christique. Autrement dit, il y a le Christ et il y a le prophète de l'islam qui va être progressivement également construit comme étant l'antéchrist. Autrement dit, il faut trouver des mécanismes qui expliquent cette dimension. Et là, peut-être, si on doit retenir cet élément-là, qui me semble être le continuum de ce que je vous expliquais tout à l'heure entre la réalité du Haut Moyen-Âge et les caricatures danoises. Qu'est-ce qui est resté? C'est la figure et la fabrique de l'islam du prophète, la fabrique de l'image du prophète de l'islam, pardon. Donc le Christ ne s'est pas marié. Et la référence biblique nous mentionne que lorsque on vous frappe sur la joue droite, vous tendez la joue gauche. Donc il y a là, immédiatement, je dirais, le cliché de la représentation de l'abstinence dans toute relation avec l'altérité féminine notamment, et la question de la non-violence. Face à cela, on va construire évidemment la représentation de l'islam et au travers du personnage du prophète de l'islam comme étant d'une part avec Badr, Uhud, Al-Khandaq, Hunayn, etc., toutes les batailles de l'islam. Donc la question de la violence va devenir structurelle et évidemment la question aussi de la polygamie, le caractère libidineux de l'islam et des musulmans. Et donc émergent à ce moment-là deux thématiques fondamentales qui vont devenir structurelles dans la manière dont on va se construire la représentation de l'islam. D'une part, les musulmans ont un problème avec les femmes et ont un problème avec la violence. Et donc c'est le fameux débat de la fatma et de la fatwa. Donc c'est des réalités évidemment qui vont continuer, se prolonger dans l'histoire et qui vont poser des problèmes fondamentaux au-delà même d'un certain nombre de moments. Bon, là vous avez l'image évidemment des représentations à charge du prophète de l'islam et je vais rapidement conclure. Il me reste juste quelques points à mettre en perspective, c'est que nous avons eu évidemment des moments de rencontre. Ces moments de rencontre ne vont pas pouvoir se débarrasser d'un certain nombre de caractéristiques relativement tenaces, tels que les éléments que je vous ai exposés, le caractère de vérité et évidemment aussi le caractère de la violence et le caractère évidemment de la perception du féminin. Mais il y a des mises en relief assez je dirais complexe, qui nous montre que nous avons une littérature qui s'enrichit et qui commence à nuancer le regard sans jamais remettre en question la notion du paradigme de départ. La littérature, évidemment, dans le cadre des croisades, est également un élément important qui a fabriqué aussi une perception avec également un certain nombre de nuances. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails des auteurs, mais simplement pour vous donner quelques points de séquence, et je termine dans moins d'une minute, si vous le permettez, Monsieur le Président. Pardon ? Merci beaucoup. L'intérêt fondamental sur la question de l'origine de l'islam va basculer sur un intérêt assez important sur l'image du prophète de l'islam. Pour passer ensuite à une autre séquence, c'est celui de qu'est-ce qui fait le moteur même des musulmans. Et là, on va voir évidemment tout un champ qui va s'intéresser au référentiel coranique, à la traduction du Coran et à la déconstruction, voire je dirais à une traduction à charge parfois de ces références, mais qui constituent un patrimoine tout à fait significatif et important sur lesquels on pourra revenir, notamment dans le cadre des débats. Mais vous voyez, l'intérêt progressivement passe, je dirais, à une perception distanciée jusqu'à une perception savante qui va s'intéresser à l'objet de la réalité de l'islam. Évidemment, là, on est autour du XIIIe siècle, on s'intéresse à une série de références face à une civilisation qui est ancrée, qui pèse évidemment dans la réalité monde et qui est tout à fait fondamentale. Les grandes découvertes et l'essor de l'impérialisme vont également participer à nuancer les images, parce que nous sommes à partir de voyageurs, de diplomates, de religieux, etc., qui voyagent à travers le monde musulman et qui nous apportent toute une série de nuances tout à fait fondamentales
culturelle, mais qui, encore une fois, n'empêche pas une série de clichés, de représentations assez galvaudées. Puis on a une dernière grande parenthèse, la question du XVIIIe siècle, où l'islam devient aussi un objet de débat philosophique, et beaucoup de figures comme Goethe, même Napoléon, Carlyle, etc., vont apporter une nuance tout à fait significative, parce qu'on va basculer là de la représentation notamment du prophète de l'islam qui est caractérisée par le fait de l'antéchrist jusqu'à une forme de fascination pour cette figure-là. 19e siècle, très rapidement, on a évidemment un rapport différencié qui va s'engager et qui là également va voir une série de productions tout à fait intenses, qui sont tout à fait remarquables, significatives, mais qui n'empêchent pas, encore une fois, la question d'une lecture idéologique à charge sur la représentation que nous avons de l'islam. Et on bascule enfin dans une approche beaucoup plus savante, érudite, avec des figures clés, comme vous pouvez le voir ici, comme Ignaz Goldeiser, Theodor Noldeke, etc. Je passe rapidement pour arriver à ma conclusion, et je m'en excuse si j'ai été un peu long sur ce dernier point. Que dire, évidemment, lorsque l'islam est dans les frontières ? Jusqu'à présent, nous avions, je dirais, un rapport de représentation sur les limes. Il y a l'altérité parfaite. Le « eux » et le « nous » est clairement défini à partir de frontières. Que dire, évidemment, lorsque les sociétés européennes contemporaines sont marquées par une présence musulmane durable? On sait qu'en Occident, de la Nouvelle-Zélande jusqu'aux États-Unis, c'est plus ou moins 50 millions de musulmans en Occident, dont une bonne partie réside aujourd'hui définitivement en Europe. Et donc, quel est le défi aujourd'hui? C'est que la présence minoritaire musulmane dans le contexte européen est en train de remettre en question ce qu'on appelle le mythe de l'homogénéité culturelle. On a appris que Fatima ne descendait pas des Gaulois. Et donc ça pose quelque part un bug systémique dans un héritage, dans un perceptif d'un nous qui est aujourd'hui en train d'être redéfini. C'est toute la friction que nous avons évidemment dans le champ aujourd'hui. Et la littérature contemporaine est au diapason par rapport à ceci. On le voit avec toute une littérature qui, d'une part, est inclusive, et même l'œuvre et la production de musulmanes et de musulmans dans le contexte occidental et européen en particulier. Mais évidemment, on voit aussi émerger toute une série de références dystopiques assez importantes qui montrent l'inquiétude, que ce soit Soumission ou d'autres ouvrages qui vont dans ce sens. Dernier mot, et je termine. La sortie des impasses discursives passe, à mon sens, par une relecture nécessairement critique des imaginaires. Il y a un travail fondamental à faire de ce point de vue, où la littérature peut, à mon sens, jouer un rôle de médiation et de transformation assez important. Cela suppose une épistémologie du dialogue, une déconstruction des imaginaires et une reconnaissance des circulations culturelles qui ont façonné l'Europe et le monde musulman, et je vous remercie.